Bonjour Christophe Jacubizzi. Nouveau coordinateur national de la France Insoumise, numéro 2 du parti. On en parlera tout à l'heure. On va évidemment parler d'abord de ce débat, de cette taxation de l'aérien, cette taxe sur les vols intérieurs. Est-ce que, au nom de l'écologie, on doit effectivement taxer davantage l'aérien, même si c'est au détriment d'Air France, notre compagnie nationale, qui est soumise à la concurrence internationale? Bon, sans doute, la solution passerait par le fait que cette taxe soit partagée au-delà de la question purement française. En Europe, par exemple. Moi, je pense que c'est nécessaire tout de même d'aller vers une taxation de l'aérien, mais il faut dire une chose, c'est qu'elle ne sera pas la solution à tous nos problèmes. Il y a notamment la question de la taxation du kérosène qui fait débat, parce que c'est quand même un mode de transport qu'on sait polluant. Notamment pour les bateaux. Bien sûr, mais bon, voir aussi que plus que de taxer, il va falloir penser aussi la capacité qu'on a à poursuivre cette logique de toujours plus de voyages par la voie aérienne. Clairement, cette question nous est posée. Aujourd'hui, on peut estimer que c'est à peu près 5% des émissions de gaz à effet de serre qui sont le fait du transport aérien. Mais on nous annonce, par exemple, en 20 ans, un doublement du nombre de voyageurs si on poursuit les mêmes trajectoires. Je ne crois pas, par ailleurs, qu'une taxe sur l'aérien fasse renoncer à ces trajets. Donc, vous auriez préféré qu'on interdise, par exemple, les liaisons domestiques lorsque le TGV existe? Nous avons fait une proposition de loi en ce qui nous concerne avec la France Insoumise, notamment Mathilde Panot et François Ruffin, qui visait à faire en sorte de dire que s'il y a une alternative en train, sans correspondance, dont le voyage correspond en gros à pas plus que 2h30 supplémentaires de ce qu'aurait donné le voyage en avion, alors c'est qu'on peut imaginer passer plutôt par le rail et que c'est souhaitable. Ensuite, il y a aussi un fait qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du trafic aérien, on peut estimer à peu près que la moitié des trajets et des voyages en avion sont le fait des 2% les plus riches. Bon, ça dit aussi quelque chose de qui a accès finalement à ce mode de transport qui est tout à fait particulier. Est-ce que vous allez voter cette taxe en tant que député? On va voir, je pense que ça va dans le bon sens, dans l'absolu, mais c'est encore un bricolage. Dire une chose d'ailleurs, si on englobe le problème au-delà de la question simplement du transport aérien, sur la question écologique, moi, je refuse cette idée qui consiste à croire qu'on va régler le problème par des taxes. Ça ne fonctionnera pas. Il faut dégager des marges de manœuvre financières, mais il en existe déjà, et il faut pouvoir investir pour changer de modèle. C'est valable pour les transports. Par exemple, on peut s'interroger du sens que cela a de supprimer des lignes de train, des lignes ferroviaires qui servent par exemple au fret. Vous savez que ces jours-ci, la ligne Perpignan-Rungis, qui transporte notamment les fruits et les légumes, va disparaître, et que pour la remplacer, c'est à peu près 25 000 camions par an qui vont traverser les routes plutôt que le rail. Voilà, une manière de dire aussi que les taxes apparaissent parfois comme le petit bricolage de principe. La com, c'est un peu de la com. Disons que ça donne l'impression que voilà, on s'en occupe, alors du coup on règle le problème avec une taxe. Mais moi je pense. Alors vous ne la faites pas alors cette taxe? Ça donne un signal intéressant, ouais. Mais ça n'est pas suffisant du tout. Et puis surtout, il y a la question de nos économies. Effectivement, il faut pouvoir faire en sorte que ces taxes soient partagées, peut-être au niveau européen et pourquoi pas au-delà. Alors autre sujet sur l'écologie, Brune Poirson présente son plan national contre le gaspillage. Il y a notamment l'interdiction des couverts en plastique, peut-être la consigne pour les bouteilles en plastique, l'interdiction de détruire des produits neufs, par exemple Amazon qui détruit des produits high-tech parce qu'ils n'ont pas été vendus, ou de rendre impropre à la consommation des produits alimentaires. Tout ça va dans le bon sens aussi? Il y a des propositions intéressantes, mais je veux vraiment qu'on se garde de penser qu'on va régler le problème dans la durée impartie pour le régler avec ce genre de mesures. J'insiste bien sur un point. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus alors? Écoutez, par exemple, dire une chose très claire. Quand Brune Poirson, d'un côté, le gouvernement propose ce genre de loi sur l'amélioration du recyclage du plastique, l'interdiction dans certains domaines, mais que de l'autre main, ils signent des accords de libre-échange qui vont aggraver considérablement. Avec le Canada, notamment, la semaine prochaine, vous allez en discuter à l'Assemblée. Et oui, c'est-à-dire qu'en plein milieu de l'été, le 17 juillet, nous allons enfin pouvoir nous prononcer sur ce traité de libre-échange avec le Canada. Traîne sur la validation de ce traité. Oui, en sachant qu'en vérité, vous le savez peut-être, 90% de ce traité est déjà appliqué avant même que les parlementaires ne puissent se prononcer. Et ça, c'est pas un traité écolo ? Non, disons les choses clairement, il est climaticide ce traité. Par les échanges qu'il va multiplier, par le fait aussi que les normes, notamment alimentaires, ne sont pas les mêmes. On va sans doute avoir sur le marché européen le saumon transgénique, des OGM, etc. C'est pas interdit par le CETA, ça, le saumon transgénique. Mais non, on voit bien clairement que l'idée, c'est d'abaisser les normes pour faire en sorte qu'il existe un grand marché. Mais ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'on pourra consommer du saumon transgénique, oui, alors des OGM. peut-être que ce sera étiqueté, mais bien évidemment que ce genre de produits vont arriver. De la même manière, au Parlement européen qui s'est installé récemment, on a déjà commencé à discuter d'un autre traité de libre-échange avec le Mercosur, avec donc le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine. Et on nous dit que c'est un bon accord. En réalité, on parle de potentiellement 200 000 tonnes de viande qui vont arriver sur le marché européen. Traité, non, mais c'est en cours de discussion.
Et puis déjà à l'Assemblée... Pour les raisons que vous évoquez. Et puis déjà à l'Assemblée, on met l'ambiance de travail en nous disant c'est un bon accord, il faut aller vers ce type d'accord. En réalité, dans le même temps, Monsieur Bolsonaro au Brésil vient de réintroduire 239 pesticides dont la plupart sont interdits dans l'Union européenne et s'accommode très bien du travail des enfants. C'est avec ces gens-là qu'on va faire des traités de libre-échange avec la déforestation de la forêt amazonienne. Donc moi je veux dire une chose. Tout le monde est écologiste dans la période et ce gouvernement a bien compris que c'était la toile de fond. Il y a une exigence en matière climatique, l'opinion publique se mobilise. Mais il n'est pas crédible ce gouvernement. Mais si vous voulez, clairement, signer d'un côté les traités de libre-échange annule tout ce que vous faites par ailleurs. Et moi, je souscris à la thèse qui consiste à dire il n'y a pas d'écologie possible si l'on maintient un modèle libéral, un modèle de libre-échange. Par contre, on peut faire tout autre chose, notamment réindustrialiser et commencer par la France, pourquoi pas, par la planification écologique, faire en sorte que véritablement l'activité humaine... Vous êtes un planificateur, vous voulez la planification écologique et industrielle, vous voulez le gosse blanc. Mais je vois bien la caricature que vous tentez. Mais Christophe Jacubizine, vous avez le droit. Si les scientifiques nous disent que nous avons un temps limité pour régler le problème, admettez que sans doute le fait de planifier quand on a un temps limité paraît être une solution tout à fait raisonnable et sérieuse, vous en conviendrez. D'ailleurs, les entreprises planifient leur activité aussi. Moi, je crois que si vraiment on veut se saisir du problème et le traiter à bras-le-corps, alors il faut faire l'économie de la mer, il faut faire la transition énergétique, et les techniques existent. Il faut faire la transition de notre modèle agricole et arrêter avec ce libre-échange fou, sans quoi on peut mettre 2-3 taxes sur l'aérien, sans quoi on peut appeler à interdire les couverts en plastique. On ne réglera pas le problème dans le temps imparti pour le faire. La crise climatique, maintenant, elle s'invite dans notre quotidien. Et j'insiste sur un point, c'est qu'Emmanuel Macron récemment a dit, souvenez-vous-en sur le parvis de l'Élysée avec Elton John, il a dit, notamment à la jeunesse qui se mobilise, vous devez nous rendre la vie impossible à nous les dirigeants. Et dans le même temps, on a vu que les jeunes d'Extinction Rébellion qui s'étaient mobilisés avaient reçu des coups de gaz lacrymogène à bout portant. Pourtant, ils ont respecté le message du président. Empêchez-nous, menez-nous la vie difficile à nous les dirigeants. Oui, faites-le, parce que c'est une urgence absolue que de traiter le problème. Il y a un autre sujet qui est très concernant pour des millions de Français, le déremboursement de l'homéopathie. 2020, simplement 15% de remboursement. Et en 2021, annoncé Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, 0% de remboursement sur les médicaments homéopathiques. Ça vous semble être une sage décision? Moi, je vous avoue qu'à part le fait de comprendre que cela va procéder à la hausse des tarifs pour d'autres médicaments et que certains laboratoires vont en bénéficier. Pourquoi? Parce que de fait, il va y avoir du coup sans doute pour pas mal de gens qui utilisent ce type de remèdes, la nécessité pour eux, s'ils estiment que ces remèdes sont efficaces, de passer à d'autres formes de médicaments. Remboursés? Effectivement, mais donc potentiellement, on voit ce que ça pourrait supposer en termes d'effets sur le marché pharmaceutique. Vous auriez fait cette économie, vous auriez supprimé le remboursement de l'homéopathie? Moi, honnêtement, j'entends ce qui a été indiqué par la ministre sur l'efficacité relative, mais par ailleurs, je pense qu'on a... Mais on a tous autour de nous des gens qui l'utilisent, qui en sont satisfaits. Bien sûr. Moi, je vois par exemple que c'est beaucoup donné pour par exemple les maux de dents des enfants et que c'est efficace. Et il y a beaucoup de gens qui... les contusions, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'homéopathie, qui en sont satisfaits et pour qui, vraisemblablement, ça a des bénéfices. Moi, par exemple, quand certains enfants, on voit que ça a des effets sur eux, je ne pense pas que sur un enfant de 10 ans, il y ait des effets psychosomatiques ou des effets placebo d'un médicament. Donc, voilà, j'interroge finalement la mesure. Et donc, vous interrogez, mais vous êtes pour ou vous êtes contre? Non, moi, dans l'absolu, je ne suis pas convaincu aujourd'hui de l'intérêt de dérembourser ce médicament. Alors, un autre sujet qui a fait beaucoup débat au début de semaine, c'est est-ce qu'il faut sanctionner les professeurs qui ont pris en otage, pour moi qu'il dit, c'est le président de la République, le bac 2019. Écoutez ce que Aurore Berger, à votre place, il y a 2 jours, disait sur ce sujet. On l'écoute. Vous savez, dans n'importe quelle organisation, si vous refusez à un moment de faire ce pourquoi vous êtes aussi recruté, rémunéré, si vous faites de la rétention et que vous substituez un bien qui ne vous appartient pas, je crois qu'il est assez légitime de se dire que cela ne peut pas rester impuni. Est-ce que les professeurs doivent être sanctionnés, ceux qui ont fait grève et qui ont retenu des copies des élèves? Non, parce que le droit de grève est un droit constitutionnel. Et le droit des élèves? Mais parlons-en. À avoir un bac équitable? Parlons-en. Depuis 18 mois, les professeurs, les étudiants, les élèves en l'occurrence, et également les parents d'élèves, se mobilisent contre cette réforme du baccalauréat. Réforme du baccalauréat. Non, mais il y a une mobilisation depuis 18 mois. Cette réforme du baccalauréat vise en fait à faire une multiplicité de bacs locaux avec une variabilité dans l'offre de formation. En choisissant 2 matières dominantes. Et donc en fait, en réalité, plutôt que d'avoir le cadre de l'égalité républicaine d'un bac, un examen qui soit le même partout, on va avoir cette variabilité dans le baccalauréat, une multitude de bacs locaux. Cette réforme n'a même pas été discutée à l'Assemblée nationale. C'est la réforme véritablement d'un homme seul, M. Blanquer. En respectant toutes les procédures
internes à l'éducation nationale, de multiples instances se sont prononcées contre cette réforme. Je pense par exemple au Conseil supérieur de l'éducation. Malgré tout cela, et dans le respect des procédures, rien n'a filtré. M. Blanquer, qui dit toujours que sa porte est ouverte, n'a rien entendu. Par conséquent, c'est vrai, les professeurs grévistes ont employé une méthode inédite qui a consisté, non pas à ne pas corriger les copies, j'insiste, mais à faire de la rétention sur les notes. Et vous l'approuvez ? Et qu'est-ce que vous dites aux élèves qui ont été, qui ont été touchés attendez, par je vais répondre à ça. Mais d'abord, dire que les professeurs qui ont procédé de la sorte ne se battent pas pour eux-mêmes. D'ailleurs, faut-il rappeler que ces mêmes professeurs ont préparé avec soin leurs élèves à passer cet examen et qu'ils sont attachés à la réussite de leurs élèves et qu'ils sont attachés au cadre républicain d'un bac qui soit le même partout et qui ne soit pas détricoté. Qu'est-ce que vous dites Donc aux élèves cette méthode, qui ont été attendez, touchés ? mais les élèves qui ont été touchés, d'ailleurs des organisations lycéennes, ont bien compris le problème. Maintenant, disons les choses, Christophe Jacubizine, c'est que dans le pire des cas, l'effet de cette grève, ça aurait consisté à un décalage d'1 ou 2 jours de l'annonce des résultats. Et M. Blanquer, plutôt que d'assumer le fait qu'un dialogue s'ouvre et que peut-être on retarde l'annonce des résultats de 24 à 48 heures, a fait en sorte que les résultats soient annoncés à l'heure, mais vous me permettrez de dire que ces résultats sont un peu étranges. Parce que M. Blanquer, pour pouvoir satisfaire cette exigence qu'à la bonne heure les résultats soient donnés, a donné des consignes au sein de son ministère qui, franchement, sont assez impressionnantes. Depuis 4 jours, nous recevons de multiples témoignages de professeurs, de membres de jury, grévistes et non grévistes, qui nous expliquent les conditions d'un bricolage généralisé sur les notes. Alors ça veut dire que valent ces notes en réalité ? Ici, c'est la République française, ça n'est pas une république bananière. Et le cadre républicain de l'égalité républicaine a été rompu également par les méthodes qu'a appliquées M. Blanquer. Alors s'il devait y avoir une chasse aux sorcières, c'est certainement pas auprès des professeurs grévistes qu'il faudrait aller s'en prendre, mais c'est auprès des consignes qu'a passé dans son ministère le ministre Blanquer. Bernard Tapie a été blanchi, et d'ailleurs tous les prévenus ont été blanchis par la Cour de cassation hier dans l'affaire dite Tapie, notamment de la commission d'arbitrage. Alors est-ce que Tapie a été une victime depuis 25 ans ? Bon, vous savez, c'est pas mon habitude et je ne vais pas commencer ce matin, moi, à commenter une décision de justice. Ça fait des années que ça dure, qu'il est difficile d'ailleurs pour les observateurs que nous sommes de cette situation d'apprécier ce qui s'est passé. Tantôt, on nous expliquait que c'est le Crédit Lyonnais qui aurait roulé Bernard Tapie, tantôt Bernard Tapie qui aurait roulé l'État. C'est le débat. Hein, bon, ouais. Alors moi, c'est vrai que généralement, je considère dans ce type de cas que peut-être c'est le capitaliste qui a tort, mais là, la justice vraisemblablement dit l'inverse, que le parquet se serait trompé. Bon, mais vous auriez pu m'interroger plutôt sur la seule protagoniste qui, elle, a été véritablement condamnée. Puisque Christine Lagarde, elle a été condamnée trop tôt quelque part, qui a été récemment nommée par la Cour de justice de la République, qui a été récemment nommée à la Banque centrale européenne. Elle n'est pas encore nommée officiellement. Oui, elle est nommée et proposée à la Banque centrale européenne. Elle a été la seule condamnée sur cette affaire d'arbitrage. Alors qu'en est-il ? Il y a les condamnés, les relaxés. Bon, tout ça est assez spécial, mais bon, voilà, c'est la décision de justice et moi, c'est pas mon fait de devoir la commenter. On a appris hier que sur le travail détaché, il y avait une forte hausse. Je crois que c'est plus 14%, on va avoir le chiffre. Est-ce que c'est un problème ou pas C'est un absolu scandale. D'abord, l'Union européenne, aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, organise le dumping social. Les pays n'ont pas les mêmes normes, ils ne sont pas harmonisés socialement, fiscalement, et plutôt que de concourir à une harmonisation, on grave dans le marbre des traités le fait qu'on ne doit pas aller vers l'harmonisation. Par conséquent, le dumping social n'est pas un dommage collatéral. On a un peu harmonisé avec Christophe Jacubizine. On sait très bien comment ça se passe. Avec le salaire minimum qui doit être celui du pays d'accueil. Ça ne s'harmonise pas véritablement, mais pas les charges sociales. Pour que se joue la concurrence. Et alors le travail détaché, c'est encore pire, parce que c'est l'organisation d'un système d'esclavage moderne au sein même de l'Union européenne. Enfin, vous avez du coup des travailleurs qui, parfois par triangulation, sont détachés d'un pays d'origine pour venir travailler, mais entre deux, ils ont signé un contrat dans un autre pays encore. Par exemple, moi j'ai eu à connaître cet exemple des chantiers de Dunkerque sur le terminal méthanier, où vous avez par exemple des travailleurs roumains détachés depuis l'Italie, où ils n'ont jamais mis les pieds, ils ne parlent pas italien, qui travaillent sur le chantier à Dunkerque. Et alors ce qui se passe, c'est qu'ils payent des cotisations sociales même pas dans leur pays d'origine, mais en Italie, où ils ne sont jamais allés. Et donc, quand ils ont à connaître un accident du travail, eh bien, ils ne sont pas indemnisés. C'est un système absurde, et moi, je le dis, on a eu le mensonge de M. Macron qui nous a expliqué que c'était à travail égal, salaire égal, mais c'est faux. Parce que vous le savez, les cotisations sociales faisant partie du salaire, si vous payez les cotisations sociales dans le pays d'origine, il n'y a pas par définition à travail égal, salaire égal. Il faut abroger cette directive du travail détaché. Vous venez d'être désigné par les adhérents de la France Insoumise coordinateur national sur proposition de Jean-Luc Mélenchon. Ça fait de vous le numéro 2 ou le numéro 1 du parti ? Je sais pas, pourquoi pas le 8 ou le... Non, mais moi, je demande 1 ou 2. Depuis 15 jours, tout ça est lu avec un prisme très hiérarchique. En réalité, ce sont un certain nombre de tâches que je vais prendre en charge puisque nous ouvrons en quelque sorte un nouveau chapitre, une nouvelle saison de la vie de ce jeune mouvement, la France Insoumise, qui avait d'abord été pensé simplement pour soutenir une candidature à la présidentielle, puis pour faire un programme et qui a maintenant
maintenant à penser le temps long et notamment à déployer des méthodes dans tout le pays qui visent à permettre, parce que c'est notre rôle, et c'est le rôle que nous voulons jouer, de faire en sorte que celles et ceux qui sont éloignés de la vie politique y reviennent et s'impliquent directement. Nous voulons être un outil au service de l'implication du peuple parce que je pense, et nous pensons à la France Insoumise, que l'implication du peuple est la seule solution dans le paysage politique que nous avons en ce moment. Et c'est votre nouvelle feuille de route. Bon courage, Adrien Quatennens. On se retrouve Merci à vous. Pascal de la Tour du Pin. Il est 8h50. On va jeter un coup d'œil à vos cartes météo avant de retrouver